Donc, super. Donc, sans plus tarder, pour commencer de bon pied, je présente notre conférencière d'aujourd'hui. C'est Dominique Gélina Bronsac, c'est ergothérapeute depuis 2009 et détient une maîtrise en sciences de la réadaptation de l'Université de Montréal. Elle travaille au sein du SAT du CCOMTL, du centre-ouest de l'île de Montréal, et possède une dizaine d'années d'expérience dans les services d'aide technique à la mobilité. Et depuis 2020, elle offre une séance sur les contrôles spécialisés aux étudiants en ergothérapie à McGill. Donc, je laisse la parole à Dominique. Merci beaucoup et j'espère que vous a une super belle séance et peut apprendre beaucoup. Bon, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous partager ma présentation. Oups, bon. Donc, je suis la seule à voir mes commentaires. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Donc, oui, comme Lucas vient de le dire, depuis 2020, j'offre dans le fond la séance de cours sur les contrôles spécialisés aux étudiants de McGill. Donc, j'ai tiré ma présentation de là. Évidemment, je l'ai adaptée. On est tous des ergothérapeutes, des tops d'expérience et non pas des étudiants. Donc, c'est sûr que je l'ai un peu adaptée à notre réalité. Allons-y immédiatement. Donc, nos objectifs pour aujourd'hui, c'est en fait de comprendre quand l'utilisation de contrôle alternatif son utilisation devient réellement pertinente, reconnaître les différents types d'activation, puis identifier les différents modes de conduite en fonction des capacités de la personne que vous avez devant vous. Donc, rapidement, je vais revenir en fait sur ma précédente présentation. Donc, avant de remplacer un joystick standard, qu'est-ce qu'il faut regarder? Rapidement, c'est quoi l'évaluation, les types de contrôle, un arbre décisionnel, et on va regarder différents modèles ensemble. Donc, je reviens rapidement sur ma précédente présentation pour ceux qui l'auraient pas entendu ou elle date de quelques mois quand même pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire avant d'aller vers un contrôle alternatif chez un utilisateur qui a déjà un fauteuil roulant motorisé? Donc, évidemment, comme je l'avais dit, il faut faire certaines vérifications préalables. Donc, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de la personne, de son environnement, des occupations? Est-ce qu'il y a une révision mécanique qui a été faite sur le fauteuil roulant motorisé? C'est sûr que si les deux moteurs ne fonctionnent pas en bonne coordination, le fauteuil va aller croche, puis ce ne sera pas vraiment la faute de notre client. Adéquation entre le fauteuil roulant motorisé et justement le PEO. Donc, est-ce que la personne a un environnement particulier, des tâches très particulières à faire qui rendraient dans le fond le motorisé un peu plus difficile à conduire, le type de motorisation, donc est-ce que les roues sont en avant, au milieu, en arrière, le type de boîtier est utilisé. La taille du boîtier peut avoir un impact, la présence d'un écran ou non. Le positionnement, donc le soutien postural du client, la position du joystick, le type d'embout. Évidemment, la programmation, allez voir dans les programmes les paramètres avancés, pas juste la vitesse pour avancer et reculer. Puis, est-ce qu'un entraînement a été fait avec ce client-là? Autant le client que les aidants pour s'assurer que la personne soit assise adéquatement dans son fauteuil pour pouvoir accéder à son système de conduite. Donc, tout ça, il va falloir le regarder avant même de penser à aller vers un fauteuil roulant motorisé. Mais c'est des trucs qu'il va falloir aussi regarder quand on va venir on va faire les essais d'un contrôle spécialisé, d'un contrôle alternatif, parce qu'encore là, ça va devenir super important que tous ces éléments-là se passent bien. Donc, le processus d'évaluation, je ne l'ai pas détaillé parce que ça revient un peu, en fait, avec ce qu'on fait en général pour un fauteuil roulant motorisé. La seule différence, c'est qu'ici, notre but ultime, c'est d'identifier un mouvement qui est fiable et constant pour accéder à la conduite. Donc, en gros, souvent, je dis à nos ergos qui nous consultent, est-ce que ce client-là pourrait avoir un fauteuil roulant motorisé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Oui, première étape.
S'il y a quelque chose qui bouge, ben, est-ce que c'est fiable? Donc, est-ce que si la personne veut faire un mouvement latéral droit, par exemple, est-ce que c'est toujours un mouvement latéral droit qui va survenir? Donc, il y a ça qu'il faut qu'on regarde. Sinon, ben, on va y aller aussi avec une entrevue, des observations, des activités quotidiennes pour voir comment la personne elle se débrouille pour manger, utiliser un ordinateur, utiliser le téléphone, parce que ça se peut qu'on s'inspire très fortement soit du positionnement, donc dans l'emplacement, la localisation des outils qu'elle utilise, ou déjà d'autres techniques qu'elle utilise pour pouvoir accéder à ces différents éléments-là de la vie quotidienne. Ça se peut qu'on s'en inspire fortement pour la conduite du motorisé. On va habituellement faire une évaluation au centre, ne serait-ce que pour avoir accès à tous nos outils, tous nos joujoux, toutes nos options. Mais idéalement, on va aussi aller faire une visite à domicile avec, dans le fond, notre solution qu'on pense qui est la plus optimale pour voir si effectivement ça correspond aux besoins de la personne pour ses activités et son environnement à domicile. Bon, allons-y d'abord pour comprendre les différentes catégories qu'on parle de contrôle spécialisé. Bon, il y a les contrôles proportionnels et les contrôles non proportionnels. Quand je parle d'un contrôle, je vais commencer avec proportionnel, en fait, ça ressemble, c'est ce qu'on a avec un joystick standard. Donc, je peux aller dans toutes les directions, c'est vraiment 360. Puis, la vitesse, elle est variable en fonction de la force que j'exerce sur le joystick. Un contrôle non proportionnel, là, c'est un contrôle qui est généralement à seulement 4 directions maximum, donc avancer, reculer, droite, gauche, et qui a une seule vitesse, parce que c'est un système un peu on-off, donc soit on avance, soit on n'avance pas. Évidemment, au niveau de la programmation, je peux venir peut-être programmer une accélération, mais il reste que si on avance, on va toujours avancer à la même vitesse que la personne appuie ou contacte fort ou pas fort avec son interrupteur. Éventuellement, je reviendrai plus tard là-dessus. Je ne donnerai pas les exceptions tout de suite. Donc, quand on parle de contrôle non proportionnel, ça permet un contrôle proportionnel, c'est un contrôle qui est beaucoup plus précis de la direction. Il permet facilement une correction de la trajectoire, mais ça demande évidemment un grand contrôle moteur. Donc, il faut considérer la force, la coordination, l'endurance, la spasticité et les réflexes de l'usager. Donc, puis là, je parle réflexe vraiment dans le vrai sens de réflexe. Donc, est-ce que des fois, il y a des réflexes primitifs qui restent chez certains de nos usagers. Donc, est-ce que si la tête elle bouge, est-ce que ça va entraîner un mouvement d'un membre supérieur, donc il décocherait la main du joystick, par exemple, un truc dans ce genre-là. Donc, parce qu'on veut que la personne puisse être constante et efficiente et sécuritaire lors de l'activation. Un contrôle non proportionnel, ça requiert évidemment beaucoup moins de coordination de la part de l'usager, mais ça ne permet pas un contrôle qui est aussi précis ou aussi fluide. Ça va donner une conduite un peu plus robotique, un peu plus mécanique. Donc, il faut considérer si l'usager a besoin ou non de circuler dans un environnement restreint. Parce que c'est sûr que si la personne a besoin de se déplacer dans des environnements très restreints où il faut vraiment des mouvements fins, ça se peut qu'une conduite non proportionnelle soit un peu difficile ou très difficile ou impossible à utiliser. Mais si la personne vit dans un environnement suffisamment adapté à ses besoins, bien, ça va être tout à fait adéquat. Bon, c'est les meilleures traductions que j'ai trouvées pour momentary et latch. Donc, c'est deux modes, en fait, qu'on peut utiliser. En fait, au niveau de la programmation de nos fauteuils roulants motorisés. Donc, ce n'est pas nécessairement lié en soi à l'interrupteur, mais bien à sa programmation. Quand je parle d'un contrôle momentané, c'est quand les moteurs sont activés seulement quand le contrôle est activé. Donc, l'usager doit avoir une force, une amplitude articulaire active, une coordination et une endurance suffisante pour une activation continuelle. Encore là, ça, c'est ce qu'on a de manière standard sur un joystick standard. Donc, si la personne lâche le joystick, le fauteuil arrête. Un système qui est latch ou verrouillé. C'est un peu le principe d'un cruise control, pour faire ça simple. Donc, les moteurs sont activés et restent activés suivant l'activation du contrôle. Une seule activation par séquence de déplacement, donc c'est moins demandant pour la personne, ça requiert beaucoup moins d'endurance. L'usager doit avoir toutefois des capacités cognitives et un temps de réponse qui est suffisamment bon pour pouvoir opérer le système de manière sécuritaire. C'est-à-dire que
selon les programmations que vous allez faire sur votre système Latch. Habituellement, quand on latch pas pour indéfiniment, là. On donne un délai, donc à chaque 5 secondes, à chaque 10 secondes, la personne va devoir réappuyer, en fait, pour pouvoir réactiver le contrôle. Mais il faut que pendant le 5 à 10 secondes, par exemple, où le fauteuil avance par lui-même sans que la personne appuie sur quoi que ce soit, il faut que la personne soit quand même cognitivement très consciente de son environnement et qu'elle puisse réappuyer sur le bouton de manière rapide. En cas d'urgence, elle doit arrêter ou changer de direction rapidement. Je vous présente rapidement un arbre décisionnel qu'on a établi il y a plusieurs années pour essayer de déterminer ou nous aider à déterminer c'est quoi le meilleur système de contrôle alternatif qu'on pourra avoir pour nos différents clients. C'est pas parfait, mais ça aide à nous enligner. Cet arbre-là décisionnel, on peut l'utiliser soit pour des nouveaux utilisateurs, donc quelqu'un qui n'a jamais utilisé un fauteuil roulant motorisé, ou quelqu'un dont les circonstances ont vraiment changé. Donc, que ses capacités résiduelles sont vraiment différentes de ce qu'elles étaient avant. Puis là, il faut commencer à penser à autre chose pour la conduite du fauteuil. Donc, on va y aller par section. On va commencer avec les clients qui utilisent, qui ont des habitudes de mouvement à la main ou au poignet, au doigt, qui sont relativement normaux, qui sont capables de saisir un objet, qui sont capables de faire une préhension tripode, qui ont quand même une bonne sensibilité dans les doigts. Puis, certains peuvent présenter des mouvements un peu abrupts, certains vont présenter des tremblements. Donc, ça, c'est les débuts de... On peut faire des petits changements, mais on n'a pas nécessairement tout de suite rendu à parler d'un contrôle alternatif, mais on commence à y penser. Donc, le joystick compact, c'est un joystick standard, mais qui est sans boîtier. Donc, ça nécessite un écran Omni, évidemment, pour que la personne puisse avoir accès à ces différentes fonctions. Ça peut être vraiment utile quand on a vraiment un gros enjeu de localisation. Donc, parce que le boîtier est trop encombrant en tant que tel. Donc, ça nous permet de l'installer à peu près n'importe où. Puis, ça permet aussi d'utiliser un joystick standard avec d'autres parties du corps que juste la main. Donc, il y a des gens qui vont utiliser un joystick standard avec, on va le voir plus tard, là, avec le menton, avec le pied, des trucs dans ce genre-là, mais ça reste un joystick standard. Évidemment, au niveau de la programmation, comme je l'avais dit lors de ma précédente présentation, on peut venir jouer sur la sensibilité au tremblement, à l'amplitude de mouvement, des trucs dans ce genre-là. Donc, on peut déjà faire quand même avec un joystick standard des adaptations. Là où on parle vraiment de contrôle alternatif, c'est quand on va, par exemple, avec un joystick light, léger, comme le Movis Allround Light, qui est un joystick qui a l'air exactement de la même chose qu'un joystick compact standard, mais qui nécessite la moitié moins de force pour l'activer. Donc, un joystick standard, on parle d'environ 250 grammes pour l'activer. Le light, on parle d'environ 125 grammes pour l'activer. Donc, c'est pour quelqu'un qui encore une bonne force, encore de la force au niveau, par exemple, des membres supérieurs ou de d'autres parties du corps, comme j'ai déjà dit, mais qu'il y a probablement un problème d'endurance qui fait que d'utiliser un joystick standard va l'épuiser rapidement, on a une fatigabilité, la personne ne pourra pas conduire son fauteuil pour des longues distances ou plusieurs heures dans la journée. Donc, juste de diminuer, dans le fond, la force qui est requise pour l'activer, ça va permettre une meilleure endurance tout au long de la journée. Je reviens à mon arbre décisionnel. Là, quand on parle de gens pour qui il y a vraiment des gros mouvements abrupts, saccadés, ataxiques, donc là, on a besoin de quelque chose d'un peu plus solide parce qu'en fait, ils vont tout simplement briser tous nos joysticks standards. Donc, ces gens-là, souvent, ils ont réussi à contrôler leur mouvement suffisamment pour être capables de conduire, mais la force qu'ils exercent est trop élevée. Ou des fois, le contrôle est moins bon, puis là, il va falloir regarder avec des interrupteurs. Donc, quand je parle d'un joystick robuste,
C'est des joysticks tout simplement dont le ressort est mécaniquement plus résistant et plus fort, donc ils nécessitent plus de force pour l'activer qu'un joystick standard. Donc, c'est une très bonne option pour les clients qui n'ont pas un bon contrôle au niveau de leur force et qui ont beaucoup de mouvements spastiques ou ataxiques. Des modèles, comme on voit à gauche de votre écran, all-in-one, c'est de plus en plus dur à trouver. Switchit en avait un jusqu'à récemment, mais là, aujourd'hui, je suis allée vérifier parce que je voulais avoir une image moins jaune. Puis, je ne suis pas certaine qu'ils l'ont encore. Donc, c'est ça que vous ayez en stock ou vous allez devoir le construire par vous-même. Sinon, la version qui est de plus en plus utilisée, c'est la version plus add-on. Donc, c'est juste le joystick robuste qu'on installe sur un boîtier standard. Movis, par exemple, a ça. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment juste toute la section joystick qu'on vient, on vient remplacer la partie joystick standard d'un boîtier. Ça a l'avantage que la personne peut conserver son boîtier standard. Puis, mais qu'elle a quelque chose qui va résister et va casser un peu moins souvent. Donc, ça serait une bonne option pour les gens qui ont des difficultés à ce niveau-là. Excusez-moi. Bon, je vais revenir en arrière. Une autre option pour des gens qui auraient besoin de quelque chose de plus robuste, ça pourrait être un système de guidon. Movis en a un, la compagnie il y a Active Control d'un modèle Joybar aussi. Donc, pour ceux qui font la transition d'un quadriporteur en fauteuil roulant motorisé, ça pourrait aussi être intéressant. Donc, ceux qui auraient de la difficulté à transposer, à généraliser, dans le fond, la capacité de conduite d'un quadriporteur en fauteuil roulant motorisé, pour eux autres, ça pourrait être une option intéressante parce que c'est le même type de conduite. Mais aussi pour des gens pour qui le seul moyen d'avoir un mouvement qui est fiable, qui est constant, c'est quand ils utilisent les deux mains en même temps. Donc, ça peut être aussi une option intéressante pour les gens qui ont besoin de quelque chose d'un peu plus robuste. C'est sûr que, comme vous voyez, il y a un gros inconvénient que ça gêne les transferts. Donc, la personne ou un aidant doit donc retirer et réinstaller le guidon sur son support à chaque transfert. Donc, c'est sûr que ça, c'est une limite importante. Mais des fois, pour permettre la conduite de certaines personnes, c'est le seul moyen. Fait que cette technologie-là, elle existe. Ensuite, évidemment, pour quelqu'un que même un joystick, en fait, que l'aspect proportionnel, ça rendrait ça trop difficile, on a l'option d'avoir plusieurs interrupteurs. Ici, je vous présente des interrupteurs mécaniques parce que c'est ça qui est le plus résistant. Plus tard, on va voir, dans le fond, l'opposé du spectre avec les interrupteurs de proximité pour des gens qui ont fait très peu de mouvement. Mais ici, dans le fond, on pourrait faire une table, comme on voit plus à droite de l'écran, où on va positionner différents interrupteurs de différentes tailles, de différentes couleurs, selon les besoins du client, de différentes résistances, évidemment aussi, et à différents espacements selon l'amplitude des mouvements de la personne, pour qu'elle puisse conduire. Évidemment, ça donne une conduite qui est non proportionnelle, mais on pourrait l'avoir en version momentanée ou en version latch. Ce qu'on voit à gauche de l'écran, c'est des modèles commerciaux d'ensemble d'interrupteurs. Pour être bien honnête, c'est vraiment de plus en plus difficile à trouver. Il y a encore des gens qui en ont un peu en stock, mais ça se trouve presque plus dans le commerce. Donc, c'est pour ça que nous, on les construit nous-mêmes avec nos propres tables. C'est l'avantage d'être beaucoup plus versatile, beaucoup plus flexible sur les besoins exacts de nos clients. Allons-y avec la suite. Donc, comme on disait, un peu l'autre extrême, les gens qui, en fait, ont un bon contrôle de la main ou des doigts, mais qui ont très peu de mouvement, très peu de force. Donc, là, on passe plus au mini et au micro joystick. Donc, là, on parle de mouvements minimaux. Parce qu'en fait, quand on parle des mini ou des micro-joysticks, on parle de mouvement, un niveau de pression requis, donc un niveau de force requis beaucoup plus petit. Le multi de Movis à droite de votre écran, il demande environ 50 grammes de pression.
Il est de plus petite dimension qu'un joystick standard, mais il n'est pas minuscule, mais ça permet quand même de l'installer un peu n'importe où pour être activé par n'importe quelle partie du corps, y compris la main, évidemment. Puis quand on parle, par exemple, du Invacare Micro Extremity Control qui est à gauche, lui, il est à seulement 8 grammes de pression. Donc, évidemment, il existe d'autres modèles qui sont dans l'intermédiaire, là, autour de 10 grammes, de 15 grammes, tout ça. Mais vous voyez que quand on y va vers un micro-joystick, une personne, dans le fond, les caregivers, les aidants, ne pourront probablement même pas être capables d'utiliser les micro-joysticks parce que c'est beaucoup trop sensible pour quelqu'un qui a 100% de ses fonctions, par exemple, au membre supérieur. Donc, il va falloir penser à avoir un contrôle pour aidant pour pouvoir déplacer le fauteuil roulant quand la personne n'est pas dans son fauteuil. Donc, ça, c'est un élément important auquel il va falloir penser aussi parce que c'est tellement sensible que moi qui n'ai pas de problème de mobilité, j'ai de la misère à avoir un mouvement à ce niveau-là de précision et s'enfoncer dans les murs. Donc, voici des exemples, en fait, justement, encore là, de micro-joysticks. Ils peuvent être installés, par exemple, dans une mini-table à l'extrémité d'un appui-bras, mais ils peuvent être installés aussi de manière plus libre sur des tiges, tout dépendant du type de préhension du client. Sur l'image de droite, c'est nous-mêmes qui avons, en bon français, gossé une petite boule en liège parce que ça permettait d'avoir la taille exacte et la texture exacte qui permettait à la personne de bien tenir l'embout sans l'échapper, mais sans rester coincé non plus dessus parce que c'est pas trop antidérapant, mais c'est un petit peu antidérapant. Donc encore là, il faut utiliser un peu de notre imagination. On revient à notre arbre décisionnel. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand le client a d'autres mouvements corporels fiables? Donc, quand on parle de la tête, du menton, des membres inférieurs, des fois, c'est la respiration qui est le mouvement, la bouche, les yeux, la voix, tout ça. Donc, on ne parlera pas de la voix pour être bien honnête, mais les yeux, c'est de plus en plus une option qu'on va voir à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est autre chose que les membres supérieurs qui bougent? Bon, le contrôle menton, c'est une excellente option pour quelqu'un qui a un bon contrôle de la tête, du cou, de la mâchoire. Ça n'encombre pas le champ visuel de la personne. Donc, ça a plein d'avantages. Il faut quand même faire une bonne vérification de c'est quoi les réelles amplitudes de mouvement actif au niveau du cou de la personne. Puis, est-ce qu'il y a des douleurs à ce niveau-là? Parce que des fois, la personne peut être capable de le faire, mais ça devient désagréable rapidement. On peut l'utiliser avec un joystick compact standard ou avec un mini ou un micro-joystick. Ça dépend vraiment de c'est quoi justement le niveau de force, le niveau d'amplitude de mouvement de la personne pour conduire au menton. Il y a des gens qui conduisent au menton en faisant des mouvements de la tête et d'autres conduisent réellement en faisant des mouvements de la mâchoire, donc seulement du menton. Donc, vous voyez que encore là, ce n'est pas le même type de mouvement, donc le type de joystick que vous allez utiliser ne sera pas le même. Sur cette diapositive-ci, je vous présente deux types, dans le fond, de joystick. Donc, un joystick compact standard à droite et un mini joystick à gauche. À votre droite, excusez-moi, puis qui sont les deux installés sur un système de montage directement attaché au fauteuil roulant motorisé. C'est des systèmes qui sont escamotables, évidemment, pour permettre les transferts. Sur le système qui est à votre droite, on voit aussi qu'il y a la présence d'un interrupteur vert qui est attaché juste à côté du joystick, donc qui permet à la personne, en fait, de venir utiliser sa bascule, le on-off de son fauteuil, tout ça. Donc, à travers son Omni, à l'aide de l'interrupteur et du joystick, ça lui permet de circuler dans les différentes options pour pouvoir utiliser l'ensemble des motorisations de son fauteuil et l'éteindre et l'allumer. Autre option, avoir un harnais directement qui est posé sur la personne. Ça a le gros avantage qu'en fait, peu importe comment la personne va être assise dans son fauteuil, bien, le harnais va toujours la suivre.
Ça peut être une option qui est intéressante quand les gens vivent dans des milieux où il y a plusieurs aidants, par exemple en CHSLD. Parce que c'est ça, c'est quelque chose que une fois qu'on l'a formé, puisqu'on s'entend, c'est semi-rigide, là, donc on le moule un peu à la personne, puis une fois que c'est moulé à la personne, puis qu'on a bien décidé où allait le joystick, dans le fond, après ça, il suffit de le mettre comme un collier là, à l'usager. Donc, c'est assez simple. Puis, même si la personne elle finit par s'incliner sur le côté ou glisser ou quoi que ce soit, bien, le joystick reste toujours à la même distance de son menton, donc elle est toujours en mesure de conduire son fauteuil roulant. Encore là, on peut utiliser, comme vous voyez, on a l'option d'avoir on voit les deux extrêmes, là. Donc, un joystick compact standard à gauche, puis un mini joystick à votre droite. Donc, encore là, ça dépend encore de la force, de l'amplitude des mouvements du client. Passons à l'autre bout du corps. Qu'est-ce qui bouge? Les pieds. Donc, si tout ce qui bouge de manière vraiment fiable, chez votre client, c'est les pieds, bien, ça se peut bien qu'on choisisse de conduire tout simplement avec le pied. Ici, il y a différentes options de commande au pied. Un type que je n'ai pas vu récemment, mais que je sais qu'il existait, qui doit encore exister, c'est vraiment le principe plus ou moins d'un volant, donc une roue qui est installée sous le pied, qui permet à la personne de conduire en tournant le pied. Puis, sinon, ce qu'on voit plus souvent qu'autrement, c'est un système qui est tout simplement basé sur un joystick standard qui est installé sur la palette, sur laquelle on met une plateforme, ou comme on voit en rose, l'équivalent d'une poignée tout simplement en U, qui permet à la personne de conduire avec son pied, mais sur un joystick relativement standard. Peut-être un robuste, on va se le dire, là. Mais c'est ça. Donc, la personne conduit. Donc, c'est 100% proportionnel. Ça fonctionne exactement comme un joystick à la main. C'est juste qu'on l'a mis un peu plus bas. Évidemment, il va falloir faire attention à vos hauteurs sur le siège, à vos hauteurs d'appui-pied dans ces cas-là. Puis, il faut être réaliste aussi sur le fait que surtout si on va avec un modèle plus un embout en U, la personne n'aura donc jamais un appui très, très stable sous son pied pour se reposer, si je peux dire. Donc, encore là, il faut voir au niveau de l'endurance et des activités de la personne. Donc, ça peut être, comme je disais, une option qui est vraiment intéressante quand on a des contrôles au niveau des membres supérieurs. C'est pas utilisé si souvent que ça. C'est généralement utilisé avec les clients qui ont la paralysie cérébrale. On n'en fait pas tant que ça ici au Lethbridge, mais ça reste une option intéressante pour certaines personnes. Je l'ai vu aussi pour, en fait, des clients SLA qui ont perdu d'abord la fonction des membres supérieurs avant de perdre la fonction complètement des membres inférieurs. Donc, pour eux aussi, ça peut être une bonne option. D'ailleurs, en fait, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais après la séance, je vais vous faire envoyer, dans le fond, une liste de vidéos YouTube qui présentent, dans le fond, des gens qui utilisent ces différents types de contrôles-là. Pour pouvoir les voir un peu dans la vraie vie. Contrôle céphalique. Deux grandes familles, donc les contrôles mécaniques et les contrôles de proximité. Un contrôle mécanique, c'est encore là tout simplement un joystick standard sur lequel on vient mettre un appui-tête. Donc, ça demande évidemment un bon contrôle de la tête et du cou, puis une bonne endurance pour pouvoir les utiliser. C'est l'avantage que c'est 100% proportionnel. Donc, si on appuie juste un peu, on n'ira pas vite. Si on appuie fort, ça va aller vite. Ça prend quand même des interrupteurs externes pour compléter l'ensemble, mais il reste que ça ressemble à un contrôle relativement standard, juste déplacé à la tête. Ce qu'on utilise plus souvent pour les contrôles tête, pour être bien honnête, c'est des contrôles céphaliques de proximité. Donc, on voit différents modèles ici. C'est des contrôles qui sont non proportionnels, mais qui nécessitent vraiment juste un léger mouvement de la tête ou du cou pour pouvoir les conduire. Encore là, il y a toute une phase d'apprentissage avec nos clients qu'il faut qu'ils apprennent à incliner la tête plus qu'à tourner la tête pour conduire, parce que l'idée, c'est s'approcher des différents capteurs de proximité pour pouvoir activer les différentes directions.
L'image qui est à droite montre en fait une combinaison avec un appui-tête sous-occipital de Whitmire pour un soutien proximal. Parce que ce qui est souvent un problème avec un contrôle tête, c'est comment vous allez faire pour reposer votre tête. Donc, si vous utilisez la bascule, si vous avez juste besoin de prendre une pause pour votre cou, votre appui-tête, c'est votre contrôle. Donc, c'est souvent une petite difficulté ici. L'appui occipital permet en fait d'avoir un appui partiel en tout temps, donc de soutenir. Puis, il va falloir aussi penser à installer probablement un mode veille sur le fauteuil. Donc, en fait, quand la personne va cesser de toucher à quoi que ce soit pendant un certain nombre de secondes qu'on aurait déterminé, le fauteuil tombe en veille. Puis, donc, la personne va pouvoir vraiment venir s'appuyer de manière comme sur un appui-tête standard, puis avec un autre interrupteur ailleurs. Donc, on va venir réactiver son contrôle céphalique pour pouvoir recommencer à conduire. Les modèles de base, en fait, contiennent 3 interrupteurs, donc un en arrière et un dans chacun des pads de côté. Certains modèles qui en contiennent même 2 dans le pad en arrière. Puis, certains modèles comme celui-ci en contiennent même 5 interrupteurs, ce qui fait qu'en fait, dans ce modèle-là, l'interrupteur pour atteindre le reculon et le mode nécessite que la personne se penche un peu plus vers l'avant, donc avance quand même la tête pour pouvoir venir activer les modes reculon et l'interrupteur mode. Puis, dans le fond, les 3 interrupteurs les plus en arrière sont le classique droite-gauche, marche avant. Au début, quand les gens apprennent, souvent, on met juste en mode c'est justement là, juste 3 directions, là, avancée, droite, gauche. Éventuellement, pour avoir une conduite peut-être un peu plus fluide, moins robotique, on peut programmer pour que 2 des interrupteurs fonctionnent en combinaison. Donc, si j'appuie en même temps sur le pad à l'arrière et le pad de gauche, bien, je vais avancer et tourner vers la gauche en même temps. Si je ne peux pas utiliser les deux en même temps, mais il faut d'abord que j'avance, j'arrête, je tourne, j'arrête, puis j'avance. Donc, c'est ça. Donc, quand la personne réussit à être assez bonne pour être capable de venir toucher 2 interrupteurs en même temps, ben là, on peut avoir une conduite qui est un peu plus fluide. Encore là, il va falloir être capable d'avoir un modèle qui permet de placer, en fait, de disposer, localiser différemment les pads pour que les interrupteurs soient bien placés pour les capacités de la personne. Je présente ici d'autres exemples. Donc, on a un contrôle céphalique avec un support sous-occipital, plus un interrupteur au menton. Je dirais que c'est assez classique, ça, comme installation. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'éléments autour de la tête, du cou de la personne. Ça nécessite un entretien élevé parce que c'est des réglages qui sont très, très fins. Puis, ça implique d'être parfaitement assis à chaque fois qu'on va dans le fauteuil parce que si on n'est pas exactement centré sur notre système de contrôle, bien là, on va toujours tourner à droite, toujours tourner à gauche, par exemple, parce qu'on ne sera pas bien centré. Donc, c'est plus facile dans les environnements où il y a moins de soignants, de soignants, donc, par exemple, les gens qui sont plus à domicile. Ou des milieux où est-ce que le support technique est un peu plus facile à obtenir, là. Bon, maintenant, je vais tout expliquer les beaux avantages et les limites des 2 types de contrôle tête, donc les proximités et les mécaniques. Mais on va venir mélanger tout ça en parlant d'un relativement nouveau produit sur le marché, qui est le Dual Pro de Switchit, qui permet en fait d'être un hybride entre un mécanique puis un proportionnel. Donc, ça permet un ajustement de la force et de la sensibilité. Donc, on peut passer de 100% non proportionnel, donc à 100% proportionnel. Donc, comme d'un 100% proximité à un 100% mécanique. Mais j'ai aussi toute la variabilité entre les deux que je peux programmer. Puis, je ne suis pas obligée de programmer la même chose pour les pads sur le côté que sur le pad en arrière, par exemple. Je peux même programmer différemment le pad de droite et le pad de gauche si la personne n'a, par exemple, pas la même contrôle, pas la même force ou le même contrôle d'un côté ou de l'autre côté de la tête. Donc, ça, c'est une belle option. C'est une belle option aussi donc, pour les gens qui ont des maladies évolutives. Puis c'est aussi une belle option pour juste dans vos milieux de travail parce que ça permet d'essayer
dans le fond, toute la gamme des types de contrôle céphalique, mais en ayant seulement un seul démonstrateur. Donc, pour ça, ça peut être intéressant aussi. Si c'est ce qui bouge, c'est les genoux. Bon, ben les genoux aussi, ça peut servir à toucher des interrupteurs. Évidemment, on parle plus souvent d'interrupteurs mécaniques au niveau des genoux, c'est des mouvements un peu plus grossiers. Mais pour certaines personnes, probablement qu'un interrupteur à proximité pourrait aussi fonctionner. On s'en sert plus rarement purement pour la conduite, mais rien n'est possible. On s'en sert plus souvent, en fait, pour pouvoir accéder au on-off, au mode, les différents accessoires, la bascule, tout ça. Parce que souvent, ben, on a occupé le maximum de mouvement de l'autre partie du corps pour la conduite, puis qu'on ne veut pas risquer que la personne se déplace, par exemple, déplace trop la tête de son contrôle menton pour accéder à un interrupteur. Donc, on irait installer un interrupteur ailleurs, tout simplement. Les interrupteurs, on peut les avoir sur le côté, on peut les avoir au milieu, il y a du choix. Même chose pour cet exemple-là de contrôle à l'épaule. C'est un mouvement d'élévation de l'épaule. Parce que c'est ça, c'est pour cette personne-là qui avait un contrôle, ce qu'on voit en haut, c'est un contrôle céphalique proportionnel, mécanique. Mais pour pouvoir activer la bascule, on-off, tout ça, ben, le mouvement qui était le plus fiable, le plus confortable pour cette personne-là, c'était l'élévation de l'épaule. Donc, tout simplement, on a installé une tige rétractable à cet endroit-là, pour que la personne puisse contrôler, être 100% autonome pour le contrôle de son fauteuil roulant. Évidemment, les combinaisons de tout ça, toutes les combinaisons sont possibles et imaginables. Ici, on a un exemple d'un joystick compact ancien modèle avec des interrupteurs, donc avec un appui-bras surdimensionné. Donc, c'est un mix de tout ce que j'ai donné dans ma précédente présentation, puis de ce qu'on voit maintenant. Tous les mix and match sont possibles et imaginables pour répondre aux besoins de vos clients. Si on va plus vers des clients qui ont très, très, très peu de mouvement, on peut penser à avoir des interrupteurs de proximité. Donc, dans ce cas-ci, on avait fabriqué sur mesure une mini-table avec des interrupteurs de proximité, dans le fond, sous la plateforme. Donc, on a juste le petit embout de l'interrupteur qui passe à travers de l'ABS. Puis, cette personne-là fait juste déplacer très légèrement son doigt d'un interrupteur à l'autre. Puis, quand elle passe au-dessus, quand elle en est proche, tout simplement, ça active les directions. Donc, c'est évidemment un contrôle qui est non proportionnel, mais qui donne des bonnes options pour cette personne-là qui a très peu de mouvement. Encore là, comme pour le contrôle céphalique, il est possible, si la personne utilise par exemple ses deux mains, elle peut toucher deux directions simultanément, par exemple avant et gauche, pour avoir une conduite qui est un peu plus fluide. Mais encore là, c'est au niveau de la programmation qu'on décide si on veut avoir cette option-là ou pas. Encore là, très, très peu de mouvement, on peut utiliser la fibre optique. Parce que la fibre optique, tout simplement, le trou est encore plus petit, donc je peux encore plus coller mes différents interrupteurs les uns les autres pour nécessiter un mouvement qui est vraiment minimal de la part de l'usager. Dans ce cas-ci, on a utilisé, dans le fond, on est venu stabiliser membre supérieur en proximal avec du positionnement, avec volontairement une déviation minimale du poignet parce que ça aidait à la personne dans le fond, à faire les mouvements de son index. On a ajouté une attelle digitale pour diminuer la friction sur le plateau en plastique. Puis, avec son doigt, elle fait juste glisser légèrement droite-gauche pour revenir, dans le fond, bloquer la lumière des différents embouts de fibre optique à travers des trous dans le plateau. Parce que dans le fond, c'est ça, la fibre optique, c'est tout simplement là, à chaque fois que je viens bloquer la lumière, ben là, c'est ça qui active l'interrupteur. Donc, je pourrais, comme on voit ici, je peux avoir 4 interrupteurs très, très collés les uns sur les autres et qui rentrent sur un bout de lèvre de quelqu'un. Donc, cette personne-là conduisait tout simplement en déplaçant sa lèvre inférieure devant chacun des 4 interrupteurs pour conduire son fauteuil. Puis là, on est venu en fait s'accrocher tout simplement après ses lunettes pour avoir un positionnement qui est assez constant, peu importe qui est l'aidant de cette personne-là. Donc, comme vous voyez, on peut installer ça à peu près n'importe où.
dans les versions un peu plus commerciales, il y a Stealth qui fait de la fibre optique, des interrupteurs de fibre optique, puis le plateau All Drive, puis combiné à un système de montage Gatlin, bien, on peut venir installer les embouts de fibre optique un peu où on veut. Dans la photo du milieu, on voit qu'ils ont fait 3 petits trous pour 3 interrupteurs, mais en fait, c'est ça, c'est 100%, nous, on peut les modifier à partir de cette base-là, de ce plateau, puis de l'achat des interrupteurs à fibre optique. Donc, vous pourriez venir installer ça à peu près n'importe où. Ou juste acheter les fibres optiques et faire votre propre montage. Quand on est rendu à peu près au bout de nos options, puis que tout ce que j'ai, c'est un seul mouvement d'une partie du corps, bien, on pourrait y aller pour un système à balayage avec un seul interrupteur. Bon, là, ici, j'ai un gros interrupteur mécanique, mais ça pourrait être un interrupteur à proximité. Donc, tout simplement, c'est un système à balayage que les 4 directions tournent. Puis quand je clique, ben, j'active la flèche qui est apparue à ce moment-là. Donc, j'avance, je réappuie, ça arrête ou je latch pour quelques secondes. Puis là, les flèches commencent à tourner. Oh, c'est la flèche de droite. Je clique, je m'en vais à droite jusqu'au bout de mon latch, etc. Donc, c'est un système qui est très, très lent, mais des fois, c'est l'opportunité ultime pour une conduite indépendante chez certaines personnes. Chez les enfants aussi, c'est peut-être des fois juste une première étape aussi pour passer à 2 switches, 3 switches, 4 switches, etc. Donc, des fois, il faut le voir aussi des fois juste comme une étape aussi vers une conduite qui est un peu plus complexe, mais qu'on commence avec ça. Évidemment, on est souvent un peu plus intelligent avec la courbe d'apprentissage avec les enfants parce qu'ils doivent non seulement apprendre à conduire, mais aussi à interagir de manière indépendante avec leur environnement. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'étapes. Chez les adultes, la plupart du temps, toute cette gestion-là de l'environnement a déjà été faite. Donc, c'est une étape de moins d'apprentissage, mais il faut penser que chez les enfants, on ne peut pas nécessairement y aller avec le modèle le plus optimal et le plus complexe parce qu'ils sont encore à apprendre à juste gérer leur environnement. Dans les vieilles technologies qui sont très peu utilisées, mais que parfois sont encore utilisées, il y a le contrôle au souffle, donc le célèbre sip and puff. C'est un système qu'on utilise vraiment de moins en moins parce que sip and puff, tout simplement pour vous dire, là, c'est littéralement genre si on aspire ça va dans une direction. Si je souffle, ça va dans une autre direction. Si j'aspire 2 fois, j'ai une autre direction. Si j'aspire 2 fois, je vais dans une autre direction. Okay. En gros, là, c'est un peu ça. Évidemment, je peux le programmer de manière différente. Je peux donc l'aspirer, souffler 1 fois, 2 fois. Ça va être décidé entre l'équipe et l'usager quelle direction ça va donner. Donc, c'est fonctionnel. C'est un système qui est non proportionnel, qui est généralement latch parce que sinon, ça prend beaucoup trop de souffle. Mais c'est difficile de garder ça hygiénique. Ça prend des stocks de paille assez énormes pour pouvoir les changer régulièrement. Si la paille se détache accidentellement, ben, vous allez rester coincé. Puis, dans ce temps de COVID, c'est sûr que la salive, tout ça, c'est peut-être pas idéal. Puis, chez il y a des gens pour qui il faut même installer une espèce de petit cabaret en dessous, tellement il y a de la salive et de la bave qui est produite quand ils utilisent ce genre de système-là. Donc, c'est ça. Maintenant qu'on a des bons contrôles céphaliques, qu'on a des bons contrôles mentons, c'est pas une option vers laquelle on va souvent. En fait, moi, personnellement, en 10 ans dans ESAT, j'en ai vu une seule fois, puis c'était chez un utilisateur existant. Je ne l'ai jamais recommandé. Ce qui commence à avoir sur le marché, que je n'ai pas encore utilisé, mais que j'ai bien hâte, c'est le contrôle oculaire. Donc, c'est ce qui permet en fait d'utiliser des systèmes de contrôle oculaire qui sont déjà utilisés sur plein de systèmes de communication. Ce qu'on voit là-dessus, c'est littéralement une tablette Dynavox, là. Puis, mais qui permet avec une petite caméra de voir son environnement, puis avec les mouvements des yeux,
de se diriger dans son environnement. C'est évidemment un système non proportionnel, mais qui nécessite en fait aucun mouvement moteur autre que les yeux. Donc, chez quelqu'un qui aurait perdu presque l'entièreté de ses capacités chez des clients lock-in, chez des clients SLA, ça peut être une option qui est super intéressante pour des gens qui autrement auraient qu'une mobilité en fauteuil roulant. Je vois le temps qui avance. Vous allez pouvoir regarder des différentes photos d'installation. Ce n'est pas des contrôles différents, c'est juste des installations différentes. Je vais juste vous montrer ici une petite option pour un client non-voyant, de juste lui mettre un guide et il peut conduire. En sachant où est le milieu en avant, cette personne-là peut conduire, même si elle est non-voyante, en utilisant d'autres techniques de détection. Puis, je suis prête à avoir vos questions. Merci, Dominique. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas pour l'instant. Ah, il y a quelqu'un qui a levé sa main. Oui. Basse. Oui, bonjour. Je voudrais juste avoir des précisions sur la dernière photo pour le non-voyant. Ah! Je comprends pas, là, je suis désolée. Ben non, en fait, c'est pas tant un contrôle alternatif celui-là, mais je voulais juste vous le montrer, là. C'est dans le fond, c'est un joystick standard sur lequel on a mis un guide en métal au milieu, comme vous voyez, là. Puis dans le fond, quand la personne avec son majeur, elle garde toujours son majeur sur le guide en métal, puis avec la paume de sa main, contrôle le joystick en tant que tel, mais elle sait que si elle est enlignée sur son majeur, elle s'en va en ligne droite vers l'avant. Puis à partir de là, elle peut déterminer si elle va à droite, à gauche. Donc la personne est en mesure de conduire. Cette personne-là, dans son autre main, dans son cas, elle utilisait tout simplement une canne blanche. Okay, Ça demande de l'entraînement. Et un spécialiste en orientation et mobilité qui vous accompagne. Mais ça se fait. Il y a d'autres questions? Je vois la main levée. Est-ce que c'est un oubli ou c'est Non, une c'est une belle deuxième question? main. Ah, OK. ben vas-y. Pour la diapositive, le truc là, d'avant, là, le monsieur, probablement l'opt-in ou Ouais. Stella, là, Ouais. avec ouais, lui. Je veux juste savoir l'appui-tête, là, Oui. qu'on voit sur la photo, ça, c'est vraiment quelque chose que toi, tu as recommandé? C'est vraiment un de tes usagers? Parce que ça, c'est Non. l'espèce d'appui-tête qu'on peut rajouter comme la bande frontale. Là, Oui, lui, ça c'est pas un de mes usagers. Comme je dis, moi, des contrôles oculaires, j'en ai pas encore fait. Puis, parce que j'ai pas encore eu le besoin en tant que tel. Là. Ça, c'est une photo américaine d'un OK, joueur de football qui a eu la SLA. Puis, OK, il a travaillé avec Microsoft pour ce développement-là. Mais comme je vous dis, ça, c'est un système qui existe avec Dynavox maintenant. Puis, c'est ça, ce monsieur-là, il n'y a plus aucun contrôle tête. Donc, c'est pour ça que c'est un contrôle menton, un contrôle tête, tout ça, pour lui, c'était rendu impossible. C'est pour ça qu'il y a ce type d'appui-tête-là, puis que le seul moyen qu'il a de contrôler, tout ce qui lui reste, qu'il réussit à contrôler adéquatement, c'est ses yeux. OK, merci. Puis je vais vous envoyer une vidéo aussi de quelqu'un d'autre, pas lui, mais un autre monsieur qui l'utilise. Merci. Il y a un autre main levée. Il y a aussi une question dans le chat. Okay. La main levée, elle dit quoi? Oui, je me demandais pour l'entraînement puis les essais, comment vous fonctionnez? Vous avez les équipements? Oui. On a beaucoup d'équipements ici sur place, puis au besoin, on demande des démonstrateurs des différentes compagnies. Puis, il y a beaucoup de trucs qu'on fait nous-mêmes. On fait une ébauche avec souvent beaucoup de velcro et de tie wrap, puis sur des tables, dans le fond, on a une table standard sur laquelle on met plein de velcro, puis par exemple, quand c'est des interrupteurs, des trucs dans ce genre-là. Puis quand on a notre version finale, quand on sait où est-ce qu'on veut mettre ça au final, là, on commande notre système de montage puis nos équipements. On a des contrôles tête. Ici, on a tous les systèmes de montage qu'on peut faire des contrôles au menton ou des contrôles semi-centraux ou un peu n'importe où.
Je ne sais pas si vous connaissez les systèmes, les systèmes de montage de RAM, qui est une compagnie de systèmes de montage, pas spécifiquement au fauteuil roulant, mais pour tout système de montage, mais ça permet que c'est super modulaire, puis ça nous permet, dans le fond, de les essayer sur à peu près n'importe où sur un fauteuil pour faire les essais. Donc, oui, on fait ça au centre, toujours au centre, toujours en présence de techniciens électroniques, parce que souvent, il y a beaucoup de programmation qui est reliée à ça. Puis, idéalement, après ça, on va l'essayer, comme j'ai dit, dans le milieu de vie de la personne quand on a une version relativement finale. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Hein. C'est bon. Moi, je me pose la question parce que nous autres ici, on a tellement peu de volume par rapport à ça on en a pas. Bien, on n'a pas tout non plus, là. Puis quand je veux une manette en particulier, tu sais, mettons les manettes de Movish, je pense qu'ici, on a juste la multi. Fait que si j'en veux une autre, ben je passe par les différents fournisseurs. Là, tu sais, Orthofab, Sunrise, Amilia, ils ont tous accès à ces différentes manettes-là. Donc, je passe par eux pour avoir des démonstrateurs. Hein. C'est bon, merci. J'ai une question. Comment évaluez-vous les capacités de conduite, le potentiel de conduire régulièrement avant l'attribution de contrôle spécialisé? Ben, en fait, comme je viens de dire, on fait toujours des essais. Donc, on s'arrange pour avoir des démonstrateurs. Des fois, ce n'est pas un essai avec en fait, très souvent, ce n'est pas un essai avec la version finale, mais ça nous permet au moins de voir si la personne est capable d'avancer, tourner, arrêter de manière sécuritaire. Après ça, la capacité de circuler dans des environnements restreints, tout ça, c'est quelque chose qui va avoir une phase d'apprentissage. Mais si la personne est capable de nous démontrer qu'elle est capable d'utiliser les fonctions de base, bien, pour nous, c'est souvent généralement suffisant pour l'attribution du contrôle spécialisé. Je ne sais pas si j'ai répondu, Myriam, suffisamment à ta question. Hein? Oui, merci beaucoup, ça a répondu. Parfait. J'ai un nouveau message, je crois. Est-ce qu'il y a une autre question que je n'ai pas vue? Oui, il y a Nadia qui demande si les diapos seront disponibles et Oui. aussi qui paye les matériels des modes au SAT. Ben, au final, c'est la RAMQ, là. Je sais pas si j'ai peut-être pas bien compris la question. Les démos sont prêtés. Puis, sinon, ben, nous, on récupère aussi beaucoup de... Quand nos clients n'utilisent plus leurs appareils, quand ils sont décédés, ben, c'est sûr que nous, on récupère tous les contrôles spécialisés qui ont déjà été donnés à d'anciens clients pour devenir, dans le fond, des démos pour des futurs clients. Là. C'est beaucoup comme ça qu'on fonctionne. Peut-être qu'on va prendre une dernière question de Julie. Elle va m'enlever. Oui, oui, je suis déjà familier avec les montages Stealth et RAM. Je voulais juste savoir en contexte d'évaluation ou même ceux que tu aimes le plus, c'est quoi les compagnies de montage que tu as plus tendance à graviter vers? Honnêtement, le Velcro et l'ABS. Je vais être bien honnête. Je vous entends. Plus souvent qu'autrement, c'est ça, on fait des montages avec plus souvent qu'autrement avec du Velcro, de l'ABS, du Constructaform, bien plus souvent qu'avec les autres. Là. OK, parfait, merci. Donc, merci Dominique pour la présentation claire et intéressante. Merci aussi à tout le monde qui a accepté de participer, à s'inscrire dans cet atelier SAT. J'ai partagé aussi les liens pour l'évaluation de la formation dans les chats et il y aura une prochaine rencontre le 10 novembre présentée par Isabelle Oulette sous le thème les cadres rigides étape par étape. Donc, je vais mettre aussi les liens pour s'inscrire. Je vais envoyer aussi dans les courriels avec l'évaluation et l'attestation. Et aussi, je vais envoyer dans les prochains jours une attestation pour les webinaires et chacun pourra comme, les personnaliser, les sauvegarder pour ces dossiers. Donc, merci beaucoup et bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Bye.